Monde numérique. Il y a 10 ans, on disait la voiture autonome, c'est pour dans 5 ans. C'était pas vrai. Par contre, là maintenant, 10 ans plus tard, on voit que c'est en train de s'implanter partout et c'est très sympathique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, et on se retrouve, j'ai envie de dire, comme d'habitude, traditionnellement, on était là déjà il y a 1 an, pour avoir votre regard sur ce CES 2026. En quelques mots, comment vous résumeriez cette édition ? En un mot, itérative, c'est-à-dire que c'est un peu tout ce qu'on avait vu l'année dernière, en un peu mieux, mais honnêtement, rien de disruptif, rien de vraiment nouveau. On est plutôt sur une continuité finalement des tendances de l'année dernière. C'est assez régulier au CES. En général, il y en a un qui vraiment met un coup très fort sur l'IA par exemple. C'était le cas l'année dernière. Et puis après, le suivant ou les deux suivants sont un peu plus mous. Celui-là est un peu plus mou. Voilà, effectivement, c'est un constat que je partage aussi et que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans Monde numérique. Malgré tout, on ne va pas bouder notre plaisir, il y a quand même des choses à voir. Il y a plein de choses à voir, bien sûr. Allez, on va picorer. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, un de mes sujets de favoris, de prédilection, c'est les voitures autonomes, parce que je suis toujours très agacé par le fait qu'en France, en Europe, on ne permette pas le développement de la voiture autonome, alors qu'elle fonctionne très très bien aujourd'hui dans plein de pays dans le monde, aux États-Unis, en Chine, etc. Ça arrive au UK bientôt. Et là, une annonce de Nvidia que j'ai trouvée réjouissante, qui est qu'ils ont lancé une nouvelle plateforme de type open source pour faire des voitures autonomes, et que Mercedes, donc un constructeur européen, a signé avec Nvidia et va lancer en 2026 sa première voiture avec une conduite autonome de type 2+, comme on dit, sur les routes américaines. Pourquoi les routes américaines ? Eh bien parce qu'en Europe, la réglementation ne le permet pas. Pour l'instant, on espère. Et donc, je trouve ça assez réjouissant puisqu'on a un marché des robotaxis qui se développe à une vitesse énorme, encore une fois en Chine, aux États-Unis, hélas pas en Europe. On a maintenant des voitures autonomes pour les particuliers qui commencent à arriver grâce à ce type de plateforme. Enfin, on y est quoi. Il y a 10 ans, on se disait ça va venir. Aujourd'hui, ça marche. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont montés dans ce type de voiture peuvent en témoigner. Juste, ça marche. Alors, ça marche à condition d'être toujours sur des terrains connus. C'est-à-dire qu'il faut que les voitures aient sillonné la ville pendant des mois et des mois pour faire de la cartographie, pour appréhender tous les risques et toutes les contraintes. Et alors, c'est la grande force justement de la plateforme d'Nvidia. En tout cas, on va le voir à l'usage. C'est qu'eux, ils disent, moi, ma plateforme, j'ai pas besoin de l'entraîner sur la route précise, le quartier précis, la zone précise que va emprunter la voiture, parce que mon IA, qui est multimodale évidemment, elle va réagir comme un être humain. Donc c'est pas un arbre de décision, c'est vraiment, elle va réfléchir de façon autonome comme un être humain et donc virtuellement fonctionner dans n'importe quelle circonstance. On verra sur le terrain la réalité, mais enfin la réalité c'est 2026 a priori, donc ça va vite vu. Oui, c'est le concept d'IA physique défendu par Jensen Huang. Exactement, donc on va voir si ce modèle est vraiment plus performant que les autres, mais je trouve ça assez réjouissant de voir à quelle vitesse maintenant enfin ça arrive. On dit toujours dans l'innovation, on surestime la rapidité avec laquelle ça va arriver et on sous-estime l'impact à long terme. Ben là on était vraiment là-dessus. Il y a 10 ans on disait la voiture autonome c'est pour dans 5 ans, c'était pas vrai. Par contre là maintenant, 10 ans plus tard, on voit que c'est en train de s'implanter partout et c'est très sympathique. Ouais, c'est déjà une réalité avec Waymo, avec Zoox, etc. Alors, autre sujet qui a retenu votre attention, parce que bon, voilà, c'est ça, en tant que directeur de l'innovation, vous, votre boulot, c'est de picorer, de flairer les tendances, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Exactement. Hier se tenait la keynote de Lenovo. Lenovo qui est le premier fabricant mondial de PC, mais qui est aussi, avec Motorola, un des premiers fabricants mondiaux de téléphones, surtout aux États-Unis. Le Motorola Razr, c'est le premier téléphone vendu aux États-Unis, donc c'est une marque chinoise absolument colossale et qui fournit d'ailleurs les PC de beaucoup d'entreprises, qui vend dans la grande distribution énormément de PC. Bref, c'est le plus gros. Et Lenovo qui d'habitude avait plutôt cette réputation, on va dire, de pousseur de boîte, sans vouloir être trop désagréable, mais pousseur en gros, de boîte. Faire des ordinateurs les moins chers possibles, dans les plus gros volumes possibles, et qu'elle va pouvoir vendre le plus largement possible, au plus large public possible. Donc voilà, c'est vendre un maximum de PC, de nombre de cartons de PC. Et là, a fait une énorme keynote à la sphère, très impressionnante, grosse production, voilà, toujours quelque chose d'assez frappant pour dire
eh ben, je me lance dans l'intelligence artificielle, mais je me lance dans l'intelligence artificielle qui va fonctionner sur les équipements Lenovo. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais un Lenovo, puis dessus, j'avais Microsoft Windows ou j'avais Android. Et donc, finalement, Lenovo, ils faisaient que l'appareil. Et là, ils disent, moi, je vais faire l'appareil, mais en plus, je vais faire la couche de service. Et donc, un peu comme ce qu'on attend et qui ne vient pas de la part d'Apple, qui dit, je vais faire un super Siri personnalisé, qui va connaître les documents, les contacts, les messages, le contexte de la vie de l'utilisateur pour être intelligent dans ses réponses. Et Lenovo dit, moi, je fais ça. Ça s'appelle Qira. Ça va ne fonctionner que sur les ordinateurs Lenovo, les tablettes Lenovo et les téléphones Motorola. Et ça va justement prendre en compte le contexte, tout ce qu'on voit finalement et ce qu'on a sur son ordinateur. On va voir si ça marche, parce que évidemment les annonces c'est toujours facile, mais la réalité c'est plus compliqué. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un énorme constructeur de hardware se dit je vais remonter la chaîne de valeur et je vais essayer finalement de verrouiller les gens dans mon système grâce à cette couche d'intelligence IA et pas la déléguer à Microsoft, OpenAI, Google, que sais-je. Bref, la stratégie d'Apple. Donc on va voir si Lenovo arrive à devenir le Apple du PC. Ils essayent quand même, y compris sur le design, puisqu'ils ont annoncé des téléphones avec Swarovski, des PC très haut de gamme, très luxueux, très jolis, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie qui va marcher, mais c'est intéressant de les voir aller vers là. Et on va voir s'ils arrivent à faire ce qu'Apple n'arrive pas à faire, c'est ça? Exactement. Bon. Ok. Votre domaine, c'est l'énergie. Oui. Rien d'intéressant. Très décevant ce CES sur l'énergie. Il y a évidemment de ci, de là, quelques petites innovations, mais qui sont là aussi très itératives. La batterie qui fonctionne un petit peu mieux, ou qui est un peu plus jolie, ou qui voilà. Mais on sent bien que le monde de l'énergie et le monde en particulier de l'écologie, de la décarbonation, n'est pas du tout dans les préoccupations cette année des exposants du CES, contrairement aux années précédentes où c'était beaucoup plus présent. Peut-être quand même parler d'une start-up qui a un produit que je trouve assez sympathique, même s'il est un petit peu anecdotique, ça s'appelle GeoWind. C'est une éolienne personnelle qu'on peut mettre sur sa terrasse, sur son balcon, dans son jardin ou sur un toit, qui est une éolienne verticale, c'est-à-dire que c'est une éolienne qui ressemble à une grosse boule avec des voiles et qui tourne finalement avec le vent, mais pas forcément le vent qui arrive comme ça en horizontal, mais aussi avec un vent qui arrive au niveau vertical. Donc bref, ça produit plus d'énergie qu'une éolienne classique, mais c'est un petit objet qui est plutôt personnel. C'est pas quelque chose qu'on installe évidemment dans un champ et qui fait des dizaines de mètres de haut. Donc voilà, petite mention pour cette société qui fait, elle en tout cas essaye de continuer à innover dans ce domaine-là, mais on ne peut pas dire qu'au CES cette année ce soit vraiment le sujet majeur de la plupart des exposants. Et pour finir, je crois que vous avez un petit coup de cœur pour c'est votre cœur d'enfant qui a battu devant un jouet Lego, c'est ça? Mais oui, la Smart Brick de Lego. Lego a annoncé hier une Smart Brick. C'est quoi une Smart Brick? C'est une brique Lego de 2 par 1, traditionnelle, qui ressemble vraiment à une brique comme toutes les briques Lego, sauf que c'est pas que du plastique. À l'intérieur, il y a un microprocesseur, il y a un émetteur Bluetooth, il y a une batterie, il y a un MEMS, donc un accéléromètre. Bref, il y a tout un tas de technologies qui permettent à cette brique de devenir intelligente et de rendre le jouet Lego intelligent. Et c'est absolument bluffant de le voir à l'usage parce que ça sert à quoi? Par exemple, et ils vont lancer 3 kits Lego Star Wars là dans les mois qui viennent avec cette brique à l'intérieur. Ça permet par exemple quand on a un vaisseau Star Wars et une base Star Wars, quand le vaisseau arrive, il se fait attaquer en fait, donc avec les bruits de faisceaux laser, etc. dans la direction dans laquelle il arrive, puisque les briques sont mèches, c'est-à-dire elles communiquent entre elles et donc elles savent se repérer dans l'espace. Et quand on prend son petit personnage de Dark Vador et qu'on le met dans son trône, sur son trône, et il commence à discuter avec l'entourage et les autres petits personnages qui sont autour, parce qu'il y a des tags NFC dans les personnages. Bref, on peut voir les démos sur Internet et sur YouTube. C'est super intéressant et surtout stratégiquement, je trouve ça assez culotté de la part de Lego parce qu'ils vont vraiment dans le hardware. D'habitude, quand on dit qu'on fait des jouets smart, c'est une appli mobile qui fait un peu de réalité augmentée autour. Ça reste quand même, pas très sexy. Là, eux, ils ont vraiment lancé un nouveau hardware, complètement nouveau, à un prix très raisonnable, puisque ça va augmenter très légèrement le prix des kits, mais ils parlaient des premiers kits qui vont être autour de 70 €. Donc pour du Lego, parce que le Lego est cher, c'est pas une différence de prix majeure par rapport au Lego habituel à 60 €. Et je trouve que ça change un peu la donne et c'est quand même quelque chose qui va toucher tout le monde, parce que tous les enfants du monde jouent au Lego, mais les adultes aussi. Il faut savoir que 30% des ventes de Lego, c'est auprès des adultes, ce qu'on appelle les kidultes. Le marché des kidultes, c'est-à-dire des kids adultes, c'est les gens de 30, 40, 50 ans qui se payent avec l'argent qu'ils ont, évidemment plus à 30, 40, 50 ans quand ils étaient enfants, les jouets dont ils auraient rêvé quand ils étaient enfants. Quand Lego vend des énormes kits à parfois 500 €, 600 €, 700 €, c'est évidemment pas les enfants qui les reçoivent pour leur anniversaire, c'est les adultes qui se les offrent. Et donc je pense qu'aussi avec cet outil Smart Brick, ils vont pouvoir séduire de nouveaux adultes fans de tech.
Et ben voilà, c'est ça aussi le CES, le Lego qui devient smart. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci Jérôme.